Très bien. Bonjour à toutes et à tous. On vous remercie de venir nombreux. Donc, on va vous présenter une conférence sur un sujet qui est un peu innovant, je pense, pour certains d'entre vous. C'est ce qu'on appelle la visibilité électronique ou la e-conspicuity. Si on prend le terme anglais qui est utilisé par l'EASA. Voilà, donc c'est un sujet particulièrement d'actualité, pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, c'est probablement une des actions sécurité commune entre toutes les fédérations, puisque le voir et être vu qu'on a tous appris pour le volet FR, maintenant on peut vraiment l'améliorer par le être vu, non seulement avec les yeux, mais également électroniquement avec des outils qui sont extrêmement simples et conviviaux qu'on vous présentera après. Donc on en connaît deux parce que c'est des applications qu'on utilise couramment. Donc il y a les gens de SafeSky, les gens de Flying Neuron qui sont là au fond aussi, qui présentent des outils. Et je vous invite vraiment à aller voir de près en quoi s'agit-il. On connaît tous, parce qu'on a entendu parler, le TICAS qui est utilisé sur les avions de ligne, mais qui sont des équipements extrêmement coûteux. Ça vaut plus de 50 000 euros. C'est pas du tout à la portée de nos aéronefs. Et puis surtout, ce qui est formidable, vous allez voir dans les présentations, c'est que ces outils de visibilité électronique moderne permettent non seulement de se voir entre ULM, entre avions, mais également de voir d'autres activités, comme le parapente, les planeurs, les avions bien évidemment, les hélicoptères, et tout ça remonte dans les dispositifs et permet vraiment de faire de la prévention anti-abordage, on aime mieux l'appeler comme ça, et d'améliorer vraiment la sécurité au niveau. J'ai discuté à midi avec le patron du BEA, parce qu'on a deux représentants du BEA qui sont également ici. C'est effectivement une des actions qui est parfaitement identifiée pour améliorer la sécurité, puisqu'on a des outils qui permettent aujourd'hui d'éviter et de limiter les risques d'abordage en vol. Il ne faut pas s'en priver, il faut les utiliser. Et vous allez voir dans des exemples, malheureusement, il y a chaque année, malheureusement, au niveau européen, des accidents d'abordage en vol qui se passent malheureusement souvent assez mal, puisqu'une percussion en vol, sauf quelques miracles, il y en a quelquefois, ça se passe plutôt mal. Donc c'est un des gros risques. Et je crois que la plupart d'entre nous, on est pilote d'aéronefs, et ça nous est tous sont arrivé une fois ou deux, voire quelques fois plus, en fonction du nombre d'heures de vol que l'on fait, de se faire une véritable frayeur en se disant purée, lui, je ne l'avais pas vu. On le voit au dernier moment, donc on fait un évitement. Mais on a des outils modernes qui permettent d'éviter et de limiter très, très fortement ce type de risque en aviation. Voilà, donc je laisse la parole en présentant les intervenants. Si tu peux venir aussi là de Flying Neuron, s'il te plaît. Voilà, tous les intervenants qui vont intervenir sur ce sujet-là. Alors, je ne me suis pas présenté, effectivement, peut-être petite erreur. Donc, Louis Collardo, donc j'ai été pendant une bonne quinzaine d'années le vice-président. Viens te mettre dans le fauteuil. Voilà. J'étais vice-président de la FF Plume. Je suis encore président de la Fédération européenne du LM. Bon, j'ai pris un petit peu ma retraite de la FF Plume parce que, bon, à un moment donné, il faut laisser la main, il faut être raisonnable aussi. Mais je continue néanmoins à m'attacher sur des sujets comme celui-ci, qui est pour moi un vrai sujet majeur pour le futur de notre aviation, de nos aviations, en élargissant le scope, effectivement, d'améliorer la sécurité. Et je crois que c'est un combat qu'on doit tous mener ensemble, solidairement, quelles que soient les pratiques, aussi bien dans l'ULM que toutes les autres formes d'aviation. Voilà, les seuls qu'on ne pourra pas équiper, c'est les oiseaux. Faire de l'anticollision avec un vautour, c'est pas encore évident de leur mettre des balises ou des trackers, mais bon, peut-être qu'un jour on pourra imaginer des choses, qui sait. Voilà, donc je laisse la parole, je vous présente les intervenants. Intervention en deux parties. Donc d'une part avec Théo Vario, donc qui travaille pour la DESAC Océan Indien, donc l'île de la Réunion. Donc il a fait tout le chemin pour venir vous présenter une expérimentation extrêmement intéressante qu'on a mis en place sur l'île de la Réunion. Vous allez comprendre pourquoi c'est particulièrement intéressant. Je vous présente également Didier Rivet qui travaille aussi pour l'aviation civile. Donc c'est une présentation, et ça c'est quelque chose de nouveau aussi, où l'aviation civile maintenant s'intéresse très fortement à ces outils d'amélioration. Donc Didier Rivet, qui est pilote inspecteur, que beaucoup connaissent parce qu'il a quand même passé de belles années en métropole. Maintenant, il est à l'île de la Réunion. Et c'est un des promoteurs avec Théo, donc de la visibilité électronique à la Réunion. Vous allez tout de suite découvrir ce qui se met en place et ce qui est extrêmement intéressant. Je vous présente également donc Tristan Philly de SafeSky, que beaucoup connaissent, ou au moins par mail, etc. Donc, qui est un des concepteurs et développeurs de l'outil SafeSky, et également Frédéric Alberling, voilà, Frédéric Alberling de Flying Neuron,
qui ont développé également depuis quelques années un très très bon outil aussi pour la visibilité électronique. Donc ça, certains d'entre nous utilisent aussi. Ces deux équipements qui se rapprochent, qui sont complémentaires, il n'y a pas de concurrence, compétition entre eux. Nous, notre seule volonté vraiment là-dessus, c'est que tout le monde utilise ces équipements pour à un moment donné être visible électroniquement. C'est ça le truc. Voilà. Il faut accepter de se faire voir et comme ça, on évitera des abordages. Après, on a des outils pratiques qui sont développés par Tristan et SF Sky et Frédéric Flying Neuron. Il y a d'autres outils aussi, on ne peut pas faire venir tout le panel là-dessus, mais c'est les deux majeurs, je dirais, que l'on connaît notamment dans l'ULM et dans l'aviation légère. Et donc, ils interviendront à différents moments de la présentation pour compléter. Voilà. Et puis, j'ai quand même oublié, il se cache un petit peu, il y a des personnes du BEA qui sont là, donc Thierry et Guillaume et Gauthier, voilà, et Gauthier, donc du BEA, qui ont aussi leur petit regard là-dessus, puisque depuis quelques années, le BEA s'intéresse également à ces outils. Lorsqu'ils font leurs analyses, ils disent, ben, s'il y avait eu un système de visibilité électronique, on aurait peut-être pu éviter certains accidents. Donc le BEA est également un des promoteurs et un des acteurs pour encourager l'utilisation de ces outils. Voilà, je laisse la parole à Théo. À toi le micro. Merci Louis pour cette introduction déjà très complète. Donc effectivement, je suis Théo Vario, chargé de mission sécurité des vols à la DESAC Océan Indien depuis 1 an maintenant. Et donc avec Didier Rivet, on travaille sur cette expérimentation qui a débuté en réalité depuis il y a 2 ans environ à peu près, sur la base d'un constat et d'une volonté commune à la fois de la DESAC Océan Indien, de la FF Plume et de certains usagers, de travailler sur la réduction du risque d'abordage à La Réunion. Euh, voilà, je vais vous. Alors avant de parler de l'expérimentation en elle-même, quelques éléments de contexte pour vous aider à comprendre pourquoi La Réunion et pourquoi la visibilité électronique. Alors La Réunion, c'est un petit département français dans l'océan Indien qui fait à peu près 200, qui est à peu près 200 fois plus petit en superficie que le territoire métropolitain et qui a la particularité d'avoir une activité d'aviation légère qui est importante et qui a la particularité d'être concentrée aussi bien d'un point de vue spatial que temporel. Concentration spatiale principalement à cause du relief qui est très important à La Réunion, très marqué, et qui va avoir pour conséquence de contraindre les trajectoires de vol. Et de la météo, évidemment, qui va aussi pouvoir avoir un effet sur les trajectoires de vol. Et puis concentration temporelle du trafic, principalement en raison des conditions météo qui sont favorables au vol uniquement sur un créneau assez réduit le matin, de 3-4 heures uniquement. Donc on se retrouve avec dans une situation dans laquelle on a énormément de trafic VFR en vol, dans un environnement contraint, sur une plage horaire très très réduite. Le relief qui a un effet sur les trajectoires, la concentration des trafics a aussi un effet sur la radio, qui est un outil pourtant essentiel pour assurer l'anti-abordage, surtout à La Réunion, qui est placé en auto-information sur la majorité de l'île. Densité importante de trafic qui implique une occupation des fréquences d'auto-information très importante. À basse altitude, des masquages VHF en raison du relief, hein, donc les ondes ne pouvant pas traverser le relief, ça réduit les possibilités de recevoir les messages de part et d'autre du relief. Et à l'inverse, à haute altitude, des effets de double émission, voire triple émission, ce qui fait que les appareils qui sont à haute altitude sont sur une fréquence qui est saturée, ce qui a pour conséquence de fragiliser globalement l'outil radio. Vous pouvez ajouter à cela donc l'absence de couverture radar, donc ni radar primaire ni secondaire, pas de service d'information de vol sur La Réunion, qui serait quasiment impossible à mettre en place par le SNA. Et puis une activité commerciale qui est assez importante en hélicoptère et en ULM, qui ne fait qu'amplifier ce phénomène de concentration des trafics, notamment donc sur des points d'intérêt touristique, et puis qui a pour conséquence aussi d'augmenter la charge de travail des équipages. Qui explique donc ce contexte en partie le constat qui a été fait donc il y a 2 ans et qui continue d'être fait d'un nombre d'événements de rapprochement en vol très important, avec des événements parfois graves, des quasi-collisions à moins de 20 mètres. Et quand on s'intéresse à ces événements, on se rend compte de deux choses quand on les analyse. Une première, c'est que comme le dit le BEA et d'autres bureaux, le disent le BEA et d'autres bureaux d'enquête depuis déjà très longtemps, c'est donc les limites de la règle VFR classique, voir et éviter. Et puis, le deuxième enseignement, c'est que dans la quasi-totalité des cas,
si un dispositif de visibilité électronique avait été utilisé, on est certain que ils auraient pu permettre une réduction du risque de façon significative. Voilà. Alors, pour illustrer ce dont on parle, il y a des vidéos donc, qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, le type de rapprochement dont on parle, c'est de ce type-là. Voilà, donc là, on est dans le cas en fait de pilotes qui sont concentrés sur leur checklist à l'intérieur et qui ne peuvent pas assurer de manière continue et constante une surveillance extérieure visuelle efficace. Personne ne peut le faire. Il ne faut pas croire que les yeux peuvent suffire à avoir une surveillance complète du ciel. D'autres événements, simplement pour vous illustrer le type de rapprochement. Alors, c'est pas des images de la Réunion, hein, c'est des images qui ont été qui viennent du monde entier. Là, dans un autre contexte de circuit d'aérodrome. Donc, il y a eu un rapport d'enquête qui est sorti il n'y a pas longtemps sur une collision qui a eu lieu à Lunéville, qui se rapproche un peu de ce cas de figure, avec deux appareils qui étaient donc sur une même finale avec des plans différents et qui sont entrés en collision avec, par chance, on va dire, pas de décès. Alors là, c'est encore un autre cas de figure, c'est une collision cette fois-ci. Donc l'accident qui a bien eu lieu en Alaska en 2019. C'est une animation du NTSB, donc le bureau d'enquête américain, et qui montre un rapprochement entre deux hydravions donc à gisement constant, et avec en plus un phénomène de masquage par les éléments du cockpit, et qui a fait 6 morts et 10 blessés. Donc ça, c'est la photo qui a été prise juste avant la collision par un des passagers. Donc c'est une problématique réelle. Quand on s'intéresse alors à ce qui se passe au niveau national en termes d'accidentologie, eh ben en fait, on a également pas mal d'exemples, donc là, pas seulement d'incidents, mais d'accidents qui ont eu lieu, des événements particulièrement marquants. Donc la collision de Loche entre un ULM et un avion, qui a fait 5 morts. En 2024, donc la collision de Lunéville, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec 5 personnes à bord. La collision d'Albertville entre un avion et un hélicoptère en transport public, avec 10 personnes à bord qui auraient pu euh, être concernés qui ont été concernés par cet accident. La collision de Meribel entre un avion et un parapente qui a fait donc 2 morts. Et puis la collision du Ruitor qui a eu lieu donc là en Italie et qui a fait 7 morts en 2019 entre un hélicoptère en transport public encore une fois et un avion. Et donc depuis 2010, le BEA a relevé pas moins de 20 accidents consécutifs à des collisions en vol entre aéronefs, 7 mortels et 16 morts. Et si on s'intéresse à l'échelle européenne, on se rend compte que on change de dimension, hein, on a 6 collisions mortelles chaque année qui causent le décès de 13 personnes. Donc là, on se rend compte qu'en fait, toutes les catégories d'aéronefs, tous les régimes de vol sont concernés, et puis que personne n'est à l'abri de ce risque. Oui. Thierry, si tu veux intervenir. Oui, bonjour à tous. Tout a été à peu près dit par Louis en intro, mais je voulais juste rajouter, effectivement, il y a les limites du voir éviter, hein, elles ont été malheureusement quelque part prouvées par ces accidents. Et ce que je voulais rajouter, voilà, il y a quelques années, c'était un petit peu, on insistait sur la radio, hein, qui est primordiale. Notamment tous les événements qui ont lieu en circuit d'aérodrome, en général, il y a une absence ou une mauvaise communication derrière. Parce que aller chercher un aéronef dont on n'a pas connaissance ou on imagine mal sa position, c'est très compliqué à repérer. Et c'est vrai qu'on était sur un petit constat un petit peu fataliste à des moments. Le planeur est arrivé, le FLAR, mais ça a vraiment augmenté la sécurité et vraiment limité les collisions, notamment quand ils commencent à spiraler et dans les endroits où ils vont se concentrer. Ça a vraiment fait ses preuves. Et depuis quelques années, tous ces systèmes de visibilité électronique qu'on a vu arriver, qui sont vraiment intéressants, qui complètent énormément ce dispositif. On en fait effectivement la promotion. On a fait des recommandations de sécurité vers le l'EASA pour pousser à l'interopérabilité, parce que le FLARM, à l'époque, il y avait globalement que le FLARM et quelques petits systèmes qui commençaient à apparaître, mais qui communiquaient pas entre eux. Et ça va être tout le sujet de la présentation de Théo. Et ça peut réellement, significativement améliorer la situation.
et réduire vraiment le risque de collision comme l'a fait le FLARM pour les planeurs, avec la limite que c'est entre planeurs et entre FLARM uniquement. Voilà. Et voilà. Donc je te laisse compléter, mais tout a été dit par Louis. Voilà. Ah, t'es parfait. Ouais, c'est bien. Voilà. Oui, l'accident de Méribel est une première, hein, puisque si vous voyez la liste, on est ULM avion, ULM hélico, avion hélico, et l'accident de 2025 à Méribel, ULM, enfin avion, pardon, parapente, c'était quelque chose qu'on pouvait imaginer, mais jusqu'à maintenant, personne n'avait pensé que ça arriverait. Et là, malheureusement, bah, c'est arrivé. Ce qui veut dire que ces accidents qu'on a, ils sont pas entre même catégories d'activités, ils sont entre catégories diverses, donc avec aussi des gens qui n'ont pas forcément conscience des contraintes des autres et des difficultés des autres. Si je ne suis pas parapentiste, peut-être que certains savoirs d'un parapentiste vont me manquer pour savoir les détecter, les éviter. Donc, comme on a des hyperconcentrations d'activités, c'est important d'avoir cette conscience, c'est que, bah, comme te le disait Thierry, l'œil a ses limites. Il faut admettre qu'on ne pourra jamais voir tout ce qui est en vol. Et donc, c'est là où la visibilité électronique vient compenser les défaillances de l'humain. Je voudrais juste compléter aussi par quelque chose. Là, ici, on regarde en fait des chiffres dans lesquels il y a eu des fatalities, donc des décès réellement liés à une collision. Chez Safsky, on a conduit plusieurs analyses pour différents groupes, pour la CA norvégienne, pour le Dutch Safety Board aux Pays-Bas, au UK également, dans lequel en fait on nous a demandé de prendre des archives historiques de toutes les traces d'avions qui ont pu être en fait capturées chez Safsky, de les comparer et de pouvoir en déduire ce qu'on appelle des hermis. Donc, lorsqu'il y a eu un rapprochement en fait dangereux, avec, donc si je me souviens des détails, donc des séparations verticales inférieures à 100 pieds et horizontales inférieures à 500 pieds. Pour les Pays-Bas, l'analyse que l'on a faite était pour 2024 pour le mois de juin et le mois de juillet. Et nous avons reporté, qui ont été confirmés par le Dutch Safety Board aux Pays-Bas, 214 hermis. Donc 214 occurrences dans lesquelles 100 pieds verticales de séparation et 500 pieds horizontales en espace non contrôlé ont été relevés et ne sont pas évidemment pris en compte par rapport aux véritables accidents. Donc c'est un vrai danger, c'est une véritable situation dans laquelle en fait on n'a pas vraiment la prise de conscience. La prise de conscience, on l'a réellement quand on est au bar et qu'on discute avec les copains qui racontent qu'ils ont vécu quelque chose, mais ce n'est pas chiffré, pas documenté, mais la réalité, elle est véritablement là. Merci Tristan. Donc là, bon, c'est un peu une redite de ce qu'a dit Thierry du BEA. Les observations récurrentes qui sont faites à longueur de rapport d'enquête sur ces collisions, c'est les limites du voir à éviter qui sont très très importantes en réalité. Le fait que tous les pilotes, quel que soit leur âge, leur expérience, leur qualification et les règles de vol utilisées peuvent être confrontés au risque d'abordage et l'utilité de l'utilisation et la nécessaire interopérabilité des systèmes de visibilité électronique. Et là, c'est tout l'enjeu actuel, c'est de faire en sorte que tous les systèmes existants qui fonctionnent puissent être interopérables et communiquer entre eux. Alors justement, pour parler des outils, très rapidement, tout le monde connaît en fait des outils de visibilité électronique qui sont mis en place depuis très longtemps. Le TICAS, par exemple, qui est généralisé à l'aviation commerciale et qui sauve des vies, qui a sauvé des vies et qui sauve probablement encore des centaines de vies, voire des milliers de vies chaque année. Donc, il fonctionne parfaitement. Le FLARM qui a été généralisé, il me semble, dans les années 2010, 2012, par là, par la Fédération de planeurs, et qui, de façon assez remarquable, a fait diminuer l'accidentologie en termes de collision entre planeurs. Donc deux systèmes qui sont donc l'un certifié, l'autre qui n'est pas certifié. C'est des systèmes qui fonctionnent. L'inconvénient de ces deux systèmes, c'est qu'ils sont très peu, voire pas du tout interopérables. C'est-à-dire que les TICAS ne voient que certains types de transpondeurs et les FLARM ne voyaient à l'origine que les FLARM entre eux, et pas d'interopérabilité entre les systèmes. Et puis, ce sont des systèmes qui peuvent représenter un coût assez significatif dans certains cas.
Et ce qu'on recherche aujourd'hui, donc, c'est l'interopérabilité de façon à intégrer un maximum d'usagers et toutes les catégories d'usagers, y compris du vol libre, les drones, qui se développent également de façon assez spectaculaire ces dernières années, l'aviation légère, l'aviation commerciale, de façon à ce que chacun puisse se voir mutuellement et réduire le risque d'abordage. Donc, un des exemples qu'on peut prendre ici, c'est l'exemple de SafeSky, qui a l'avantage d'être une application mobile, donc facile à mettre en œuvre, qui a aussi l'avantage d'être gratuite, une version gratuite qui fait le travail d'anti-abordage, même si une version payante existe pour avoir plus de fonctionnalités, et qui est très fortement interopérable, avec plus d'une trentaine de sources qui est donc agrégée, on va dire, dans cet outil, avec donc trois grandes catégories, on va dire, d'outils qui peuvent alimenter l'application. Les solutions air-to-air, donc radio, donc typiquement les ADSB, les modems, l'ADSL, les FLAR, Flying Neuron, OGN Tracker, enfin des dispositifs radio, des dispositifs LTE qui fonctionnent donc comme SafeSky avec la 5G et la 4G, LTE, et puis des solutions hybrides qui font les deux, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'émettre ou de recevoir en radio, en LTE, et ce sont des outils qui sont probablement l'avenir de la visibilité électronique puisqu'ils permettent comment dire, tirer l'avantage des deux solutions qui sont présentées, donc, les deux précédentes solutions qui sont soit uniquement radio, soit uniquement LTE. Voilà, l'idée c'est qu'il existe aujourd'hui donc plein de solutions de visibilité électronique, qu'aucune n'est parfaite, chacune a des avantages et des inconvénients. Et que l'idée, c'est voilà, de rechercher le plus possible d'interopérabilité. Et dans comment dire, que le premier pas, c'est déjà dans un premier temps de se rendre visible. Et dans l'idéal, de pouvoir aussi visualiser la position des autres. Tristan, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette diapo. Je te laisse la parole, peut-être. Merci Théo. Donc, l'idée, je crois que vraiment le message, c'est avant tout de se rendre visible, et il existe plein de moyens de se rendre visible, mais c'est super important de se rendre visible, et ensuite également de pouvoir, à bord de son aéronef, avoir des informations de trafic supplémentaires. Donc, l'origine de SafeSky, c'est très simple. Pas d'investissement, on utilise son matériel existant, on utilise l'application SafeSky que l'on installe gratuitement sur son téléphone ou sur sa tablette. Et le principe de base, c'est d'envoyer sa position en utilisant le GPS et la connexion au réseau. Et en retour, on reçoit le trafic d'informations qui sera autour de nous. Mais tout le monde n'utilise pas SafeSky. Il y a donc tout un ensemble d'autres systèmes qui existent. Et donc, je vais essayer de ne pas être trop au niveau jargon, mais donc l'idée, en fait, dès le départ, a été de se dire il n'existe pas de solution parfaite. Tous les systèmes ont des avantages et des inconvénients. Et les systèmes qui sont déjà en place, c'est des systèmes qui sont utilisés souvent de façon communautaire. Le FLARM pour les planeurs, par exemple. Le FANET pour le paramoteur. Ces technologies ont des raisons d'être. Ce n'est pas un caprice d'avoir créé autant de solutions. Elles répondent à des besoins. Elles sont liées directement à des années de pratique de ces différentes activités. Et donc, demander aux pilotes de jeter à la poubelle leur investissement pour passer sur un autre système. Et quel système ? Est-ce que tout le monde veut passer sur la DSB? Est-ce qu'un paramoteur va se balader avec un transpondeur certifié ADSB lorsqu'il vole? Ça n'a aucun sens. Donc, plutôt que de promouvoir une technologie plutôt qu'une autre, l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises technologies. Il n'y a que des technologies que l'on peut en fait agréger ensemble, respecter les différentes cultures et essayer d'agréger toute cette ensemble d'informations parce que toutes ces communautés, tous ces systèmes, ils ont une part de la vérité. Les paramoteurs qui utilisent FANET ont une part de vérité. Les parapentistes qui utilisent une simple application mobile comme XETRAC, qui est très populaire, ont une part de la vérité. L'aviation commerciale en ADSB en a une autre part. Donc, si on prend toutes ces vérités, qu'on les agrège pour créer une vue composite, alors on se donne les moyens de voir plus. On ne verra pas tout. Ceux qui ne transpondent ou qui ne transmettent pas leur position ne seront évidemment pas visibles, mais on va maximiser ce que l'on peut voir. Et donc, chez SafeSky, autour de ce camembert, on agrège des données qui viennent de stations au sol. Il y en a environ 8000 en Europe et on récupère la majorité des trafics radio qui peuvent représenter des gros mots, la DSB, le FLARM, la DSL et toutes ces choses-là.
On est également intégré donc dans des applications utilisées de façon pragmatique par le vol récréatif, comme XLTrack, Gaggle. Vous avez peut-être jamais entendu parler de ces applications si vous volez sur un 3 axes ou sur un avion, mais elles sont utilisées par les pilotes de paramoteurs et parapentistes pour avoir leur altitude, leur vitesse et ce genre de choses. Eh bien, les pilotes ne changent pas leur habitude. Ils appuient sur un bouton et ils partagent avec SafeSky et avec vous tous pilotes leur position. Et en retour, ils ont l'information de trafic. Il y a également des boîtiers électroniques qui ont pour le but d'être un petit peu hybrides, comme par exemple ici l'aérotracker qui est développé par un partenaire qui s'appelle Avionics. Donc celui-ci reçoit la radio, transmet en radio et il est connecté au réseau SafeSky avec une carte SIM intégrée. Donc ça, c'est une solution hybride. On est également très actif pour rendre visible le monde des drones. Donc il y a énormément de partenariats qui ont été faits pour pouvoir rendre les drones commerciaux visibles sur le réseau SafeSky. Donc, on va parler de la police norvégienne, on va parler du SAMU en Allemagne, Rega en Suisse, et tout un ensemble en fait d'acteurs qui reconnaissent la nécessité de voir et d'être vus également par l'aviation générale et le réseau SafeSky en lui-même. Aujourd'hui, en fait, depuis 3 jours, on a dépassé les 100 000 utilisateurs sur le réseau SafeSky en Europe. Donc, ça classe SafeSky comme étant un des outils les plus utilisés aujourd'hui. Donc l'idée, c'est qu'en agrégeant toutes ces données, on maximise ce que vous allez voir en vol et peut-être éviter les accidents comme ont été mentionnés un peu plus tôt entre un Piper et des parapentistes par exemple. L'idée aussi, c'est de pouvoir s'accoutumer aux habitudes des pilotes. Donc typiquement pour des ULM 3 axes et de l'aviation générale, SafeSky va être compatible avec votre logiciel de navigation. Il manque SDVFR sur l'image, mais c'est également compatible. C'est très populaire en France évidemment. Et typiquement, nos pilotes vont installer ça par rapport à la disponibilité de la place qu'ils vont avoir ou si c'est un simple parapentiste, il a son téléphone dans sa poche et c'est tout à fait suffisant. Et une belle journée VFR, on va se retrouver avec un maximum de trafic qui va apparaître sur le système. Voilà, donc rendez-vous visible, ça c'est vraiment le message. Il existe plusieurs solutions. On dit en anglais the right tool for the right pilot. Donc en fonction de votre usage, il faut choisir le bon outil. Et également, équipez-vous d'un système qui vous permettra de voir le maximum de trafic. Donc jouez la carte de l'interopérabilité. Voilà, je crois que l'interopérabilité, c'est vraiment la clé du succès de ces outils. Et moi, je sais que depuis le début, combien d'outils sont arrivés. Et je voudrais que Frédéric intervienne un tout petit peu pour compléter aussi. C'est que tous ces gens qui font des outils aujourd'hui ont une volonté commune de pouvoir agréger, c'est-à-dire récupérer les informations de tous les autres systèmes pour que quand on est avec un outil, on puisse voir les autres et vice-versa. Donc voilà. Et je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot. Avec le Planning Neuron, c'est le petit outil là qui est équivalent au petit boîtier bleu que vous avez présenté. Voilà. Que présentait Frédéric, et c'est vraiment la clé du succès, c'est d'avoir maintenant, et ça c'est quand même récent qu'on ait des petits boîtiers, c'est des trucs qui datent de 2024-2025, ces trucs-là c'est tout récent, et ça apporte vraiment la solution, je dirais presque parfaite, puisqu'avec ça on récupère l'ensemble des informations de tout ce que vient de présenter Tristan, les différents opérateurs, que ce soit du drone, de l'avion de ligne, du parapente, du paramoteur. Et tout ça remonte dans ces outils. Et j'insiste vraiment là-dessus très lourdement, mais la clé du succès, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire la compatibilité de tous ces systèmes entre eux. Ça aurait été trop bête, et au début, c'est un petit peu une tendance qui avait commencé à naître, et moi, j'ai intervenu, il doit peut-être s'en rappeler, en disant, non, la clé du succès de ça, c'est que tous ces systèmes dialoguent entre eux, avec certaines bases de données communes, partagées, et puis ce qui est très bien, c'est que tous les opérateurs jouent le jeu, c'est-à-dire, ils émettent un signal, et ils les partagent avec tous les autres. Et ça, c'est vraiment un point clé qu'il faut souligner. Voilà. Alors, on va revenir à la réunion pour parler de l'expérimentation qui s'est déroulée en fait en 2 phases. Il y a une première phase assez courte, 3 mois, pendant laquelle on a proposé donc aux usagers volontaires d'utiliser justement un outil de visibilité électronique. Bon, en l'occurrence, c'était plutôt SafeSky. Donc 1600 heures qui ont été réalisées sur cette période. Vous envoyez donc un chevelu juste à côté qui montre un peu les patterns touristiques qui peuvent se pratiquer à La Réunion. Cette première phase, elle a permis donc de recueillir un retour globalement très positif de la part des usagers, également des suggestions d'amélioration de l'application et des réponses à quelques interrogations qui étaient posées de façon assez légitime sur l'utilisation des données par les autorités. On en parlera un petit peu après avec notamment des engagements de l'EASA pour justement cadrer cette utilisation des données.
Également l'utilisation des téléphones à bord, qui est plutôt une nouveauté à La Réunion. On volait jusqu'à présent plutôt sans équipement électronique, puisque on vole beaucoup en cheminement et on a des reliefs qui nous permettent, on n'a pas besoin vraiment de logiciels de navigation, par exemple, à bord. Donc avec les implications réglementaires, facteurs humains, consommation et risques thermiques. Et puis, à ce stade-là de l'expérimentation, donc au début de l'expérimentation, encore assez peu de trafic qui était électroniquement visible, ce qui interrogeait donc les usagers. Cette première phase, elle nous a aussi permis, du coup, nous, des SAC, d'identifier, de confirmer que cet outil constituait une barrière de prévention qui est avérée pour la quasi-totalité des cas de déconfliction, utilisée en complément des méthodes VFR classiques, donc comme appui électronique d'aide à la déconfliction, avec en usage secondaire. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est hiérarchiser, garder en tête la surveillance extérieure, la radio, et en complément, en usage secondaire, donc la visibilité électronique. Et les outils, de toute façon, sont conçus, comme SafeSky, pour justement limiter le temps passé à regarder l'écran. Et il va donc émettre des alertes de rapprochement qui vont, à ce moment-là, attirer l'attention du pilote. Et explique déconfliction, c'est un terme un petit peu technique. La déconfliction, bah, quand deux trafics sont conflictuels, donc en rapprochement, l'idée, bah, c'est de résoudre ce rapprochement, donc en manœuvrant de façon à éviter à terminer le conflit, quoi. À éviter que le rapprochement se poursuive. Et puis un intérêt qui est très marqué, notamment donc sur des territoires inhospitaliers comme La Réunion, sur lesquels en plus on n'a pas de radar, c'est l'intérêt SAR, donc Search and Rescue, recherche et sauvetage, étant donné que ces outils de visibilité électronique, donc les données sont stockées sur des serveurs et en cas de disparition d'un aéronef, ben, c'est très utile pour les services SAR de pouvoir remonter à une dernière position connue. Donc là, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc nous, dans notre cas à La Réunion, et puis on le verra un petit peu après, il y a une fonctionnalité, notamment sur SafeSky, qui permet aux pilotes également de se signaler en détresse et donc de transmettre immédiatement au service SAR leur position en direct, de façon à pouvoir rendre plus réactifs les opérations de recherche et sauvetage, le cas échéant. Et puis, donc, ça nous a permis également, cette première phase, d'identifier des axes de travail, donc forcément l'intégration du plus grand nombre, c'est l'objectif, et notamment de nos hélicoptères en transport public, qui représentent une part très importante du trafic à La Réunion. Dans le trafic VFR, il y a 40% de trafic en transport public par hélicoptère. Et à ce stade de l'expérimentation, il n'était absolument pas visible. On a dû installer un réseau d'antennes, c'est ce qu'on verra juste après. Et donc l'idée, c'est d'intégrer ces aéronefs dans les systèmes de visibilité électronique. Et puis forcément, la sensibilisation et l'accompagnement des structures et des usagers pour une utilisation sûre de ces dispositifs. Didier, peut-être compléter, tu veux, sur les parapentes? Oui, alors sur les screenshots de SafeSky, vous pouvez voir des parapentes, puisque dans les acteurs qui se rendent visibles à La Réunion, eh ben, on a les parapentistes. Les parapentistes ont été bien secoués aussi par l'accident de Méribel et se sont rendus compte qu'ils étaient fragiles au risque de collision. Et donc, nos parapentistes, actuellement, sont en train de rentrer dans l'expérimentation. Dans les compétitions, c'est une obligation. Donc, ça nous fait, on essaiera de vous montrer un screenshot d'une compétition à La Réunion où on a un gros pavé avec plein de parapentes. Alors vous allez me dire, oui, on voit un gros pavé, donc c'est difficile d'éviter, mais je vous expliquerai après. Et donc, ça veut dire aussi que la visibilité électronique et la diminution des risques d'accident, c'est aussi une volonté des acteurs de l'aérien, à un moment donné, de devenir acteurs de sa sécurité. Hein, c'est pas que les développeurs. Les développeurs tout seuls, si les gens n'adhèrent pas au système, ça sert à rien. Il faut que nous, acteurs de l'aérien, que ce soit parapente, ULM, avion, hélicoptère, on se dise à un moment donné, oui, il faut que j'améliore ma sécurité, il y a des risques, et ben, je vais me rendre visible, et puis je vais essayer de diminuer les risques. Plus on est de gens à rentrer dans le système, à se rendre visible, plus le système est efficace. Quand on a des gros pavés comme ça, comme on voit les parapentes, eh ben, la visibilité électronique, elle permet aussi deux choses. On parle de déconfliction,
mais elle permet aussi de travailler dans la préparation de ces vols, à pouvoir regarder à l'avance et savoir vers quelle zone et quel type d'activité il y a. Et de pouvoir se dire, là, c'est dans le secteur de Saint-Paul, oui, c'est vers Saint-Paul, et ben, je vois qu'il y a déjà des parapentes qui sont sur le relief, et ben, je vais pas aller dans ce secteur-là, je vais plutôt les mettre côté mer parce qu'ils sont pas côté mer. Donc, on peut faire avec la visibilité électronique aussi du prédictif par rapport à un vol. Donc, on peut faire du préventif et on peut faire du curatif. On peut l'utiliser à 2 niveaux. Alors, la deuxième phase de l'expérimentation, qui est toujours en cours, qui se poursuit, en fait, elle se décline en une multitude d'actions. Donc, comme je vous l'ai évoqué, de façon à pouvoir capter les aéronefs qui sont notamment en ADS-B, on a besoin d'installer des antennes au sol, des récepteurs multibandes qui permettent de capter les ADS-B, mais pas seulement. Et à La Réunion, ce qui nous intéresse, c'est plutôt des ADS-B. Et donc, grâce à une subvention, une action de la FFPUM qui a obtenu donc une subvention de la DGAC et de la MALG, qui est donc devenue propriétaire de ces antennes, on a installé donc on est en train d'installer une dizaine d'antennes sur toute l'île. Aujourd'hui, on en a installé donc 7, ce qui correspond à une couverture estimée supérieure à 80% de l'île, et ce qui a permis un doublement des trafics électroniquement visibles notamment sur SafeSky. Et ces antennes, donc elles ont l'avantage d'être pas très chères, hein, donc voilà, assez pratiques à installer. Et elles ont été hébergées gratuitement, donc soit par des aéroclubs, des plateformes ULM ou gestionnaires d'aérodromes dans les cas les plus simples, mais aussi par des particuliers, puisqu'à La Réunion, on a des cirques, par exemple, dans lesquels on n'a pas d'aérodrome, et donc il a fallu trouver des partenaires, des hébergeurs qui acceptent d'héberger ces antennes. C'est le cas, donc là, c'est sur une plateforme ULM, hein, à Cambrai, dans l'ouest de l'île, et puis récemment, donc on est descendu dans le cirque de Mafat, que certains connaissent peut-être, et qui est connu pour être très difficile d'accès. Donc là, on est au fin fond du cirque de Mafat, quelques heures de randonnée et de marche pour installer une antenne et qui couvre partiellement le cirque de Mafat. Et là, donc c'est une antenne qui a la particularité de fonctionner donc avec une deuxième antenne LTE qui permet de se passer de la connexion Internet des habitants. Voilà, là vous avez la répartition des antennes et l'évolution graduelle de la couverture de l'île jusqu'à aujourd'hui, donc la couverture qui est affichée. Donc d'autres actions qui sont toujours en cours, forcément, donc pour nous, on s'intéresse beaucoup aux différents outils, les applications et les différents outils qui sont utilisés pour la visibilité électronique par nos usagers. Donc l'idée, c'est d'évaluer de façon continue leur fonctionnement et d'émettre des recommandations en fonction, donc aux développeurs dans certains cas, pour améliorer ces outils sur des questions de sécurité et aux usagers sur des recommandations donc, concernant le matériel, sa configuration, leur utilisation et en termes de facteurs humains. Dans chaque AirProx notifié, forcément, on s'intéresse particulièrement à à la notion de visibilité électronique, hein. On essaye d'identifier si l'utilisation d'un dispositif de visibilité électronique a été contributif ou au contraire aurait pu permettre d'éviter l'événement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en continu et de façon assez détaillée. On a un projet de sondage donc auprès des pilotes de l'aviation légère locale afin de pouvoir les sonder et recueillir leurs avis, leur expérience avec ces outils et de pouvoir mieux identifier les éventuels freins à leur utilisation et les éventuels leviers d'action pour améliorer le système. Donc en intégration technique et opérationnelle, on a donc il y a quelques mois couplé la fonctionnalité SAR de SafeSky avec la RSC Réunion, c'est-à-dire les services SAR locaux. Pour vous l'illustrer, en fait, donc alors j'ai pas la vue application, mais il y a un bouton sur l'application qui permet donc de se signaler en détresse et les services SAR reçoivent immédiatement la position de l'aéronef qui est transmise en direct, ce qui leur permet d'avoir la dernière position connue et de suivre en direct l'éventuel déplacement de l'appareil. Donc c'est ce que je vous avais déjà dit tout à l'heure. Et puis donc on continue nous à travailler aussi à l'étude de l'intégration des aéronefs en transport public qui ne sont pas équipés d'ADS-B.
et qui reste un défi pour nous, puisque installer des systèmes non certifiés dans du transport public, c'est très compliqué. Donc ça reste encore une problématique à travailler, mais on ne perd pas espoir d'y arriver un jour. Alors on se penche aussi sur l'utilisation que peuvent en faire les services AFIS notamment, donc en tant que système de visualisation de trafic qui permet de renforcer la conscience de la situation de l'agent AFIS sans pouvoir s'en servir comme système qui permet de rendre le service de surveillance ATS. Donc c'est à utiliser uniquement en cas de doute théoriquement, et on va s'intéresser également, donc pas seulement aux AFIS, mais probablement également au contrôle aérien, à l'ATC, pour qu'ils puissent l'utiliser probablement dans un cadre à peu près similaire. On met également donc à disposition des usagers qui le souhaitent des balises micro-track gratuitement pour expérimentation, dans le cas d'usagers qui souhaiteraient se rendre visibles sans forcément utiliser leur téléphone à bord et à moindre coût. Enfin, des actions de sensibilisation. Donc, on travaille notamment avec la Ligue de vol libre de la Réunion, donc, qui est une déclinaison de la Fédération française de vol libre, pour justement essayer d'impliquer un maximum les parapentistes qui sont nombreux à la Réunion et qui utilisent de façon plus systématique ces outils de visibilité électronique pour que tout le monde soit, enfin le plus possible, soit visible, y compris hors compétition. Un projet qui est en cours, la préparation et l'élaboration d'un fascicule de la DGAC, donc pour sensibiliser et présenter tous les différents outils de visibilité électronique qui existent, ceux qui vont probablement arriver sur le marché, les évolutions, donc on parlera peut-être un peu de la DSL tout à l'heure, et de façon à informer les pilotes déjà dans un premier temps du principe de visibilité électronique. Et puis sur le volet promotion de la notification des événements, qui est très importante pour nous, Didier, je te laisse la parole. Oui, alors ça fait partie du deuxième volet, on va dire, de l'amélioration de la sécurité. C'est que vous avez tous entendu parler des REX et des comptes rendus d'événements. Ces comptes rendus d'événements, là, dans le certifié, c'est une obligation réglementaire. Dans l'ULM, ça ne l'est pas pour l'instant, mais il ne faut pas rester sur un aspect réglementaire obligation. Ces retours d'événements, c'est une démarche volontaire de chaque pilote. Il faut bien comprendre que on est tous là pour amener des éléments pour améliorer la sécurité. Chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Quand on a eu une situation un petit peu chaude, le fait de pouvoir partager avec la communauté l'information et ce qui nous est arrivé, ça permet d'enrichir les autres. Le flash actu que vous avez à l'écran, c'est quelque chose qui a été fait, c'est une nouveauté, ça ne se fait que sur l'océan Indien. Donc Théo a travaillé dur là-dessus. Il a pris tous les événements qui s'étaient passés sur l'océan Indien en 2024. Et normalement, quand quelqu'un notifie un événement, c'est entre la personne à qui c'est arrivé et l'autorité. Et les autres usagers ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Nous, on est parti du postulat que si on veut que chacun se sente concerné par l'amélioration de la sécurité, il faut aussi qu'on partage la connaissance. Et donc, ce qui a été fait sur le flash sécurité, c'est de partager l'information sur tous les événements qui ont eu lieu en aviation générale en 2024 sur La Réunion et Mayotte. Et là, ça a permis à tous les pilotes qui étaient en vol de prendre conscience que peut-être ils avaient une vision erronée de l'environnement et du niveau de sécurité dans lequel ils évoluaient. D'accord ? Parce que ils ont peut-être découvert qu'un événement qu'ils n'avaient pas notifié parce qu'ils n'ont pas trouvé que c'était intéressant de le notifier est arrivé à quelqu'un d'autre. Peut-être que s'il l'avait notifié, ça ne lui serait pas arrivé. Donc, ça a permis d'avoir une prise de conscience de tout le monde sur le travail qui restait à faire. Et ça a amené aussi une démarche de chacun de pouvoir être un contributeur de l'amélioration de la sécurité. Nous, ça nous a permis, par exemple, sur un événement où on a fait une action qui était une nouveauté, on a eu un événement de croisement et dans les 2 jours qui suivaient, on était sur site avec les gens qui avaient eu cet événement pour discuter ensemble de ce qui s'était passé et essayer ensemble
de comprendre comment la situation avait pu arriver, comment c'était, coup de bol passé, parce que c'était un coup de bol, et qu'est-ce qui aurait pu être fait pour pas que ça se reproduise, et qu'est-ce qu'on peut dire aux autres pour pas que ça leur arrive. Et donc ça, c'est un élément qui est hyper important dans la démarche aussi qu'on est en train de faire sur la visibilité électronique, c'est qu'on a besoin aussi que tous les acteurs de l'aérien contribuent à la connaissance et amènent leurs éléments. Les parapentistes, par exemple, avant l'accident de Méribel, les parapentistes ont eu des croisements avec des hélicos, avec des ULM. Sauf qu'on n'en a jamais entendu parler. Maintenant qu'il y a eu l'accident de Méribel, ils sont un peu inquiets du système. Et donc, du coup, ils deviennent contributeurs de l'information et du savoir. Et ça, c'est important de dissocier la déclaration d'un événement de l'aspect purement réglementaire. On s'en fout un peu de l'aspect purement réglementaire. C'est un petit peu dur ce que je dis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le contenu, c'est plus la démarche du pilote, c'est plus quel est le savoir, quel est l'enseignement qu'il amène à la communauté pour qu'on avance tous et qu'on évite de reproduire et de réinventer l'eau chaude. Si on réinvente l'eau chaude encore des années, on ne va pas aller bien loin, quoi. Donc, c'est vraiment une prise de conscience de chacun de se dire, voilà, j'ai eu un événement, je vais en informer la communauté. D'accord ? Et nous, ça nous permet en même temps d'avoir une vision la plus claire possible de est-ce que l'outil est efficace, comment on pourrait l'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, ainsi de suite. C'est un moyen d'évaluation important. Voilà, pour terminer sur la présentation de l'expérimentation, aujourd'hui on estime donc la courbe que vous voyez en bleu foncé, c'est la totalité des aéronefs donc à La Réunion, qu'environ 50 à 60% des trafics sont électroniquement visibles, se rendent visibles en tout cas, et on espère pouvoir dans les prochains mois atteindre les 70%. Et comme vous pouvez le voir, les ULM sont particulièrement en avance sur le sujet, puisqu'on est à 75% à peu près des trafics ULM qui sont électroniquement visibles à La Réunion. C'est simplement pour vous montrer la tendance locale. Et de façon très visuelle, là, donc c'est deux captures d'écran qui ont été prises à des périodes similaires. Et donc, vous avez une représentation à gauche de la situation qu'on avait en août 2024, donc il y a, on va dire, un an, et la situation actuelle, donc avec un peu plus du doublement du nombre de trafics électroniquement visibles à La Réunion. Les initiatives de l'EASA, donc voilà, là on a parlé beaucoup de La Réunion. Mais il faut savoir que c'est une initiative c'est une expérimentation qui se place dans un cadre beaucoup plus, dans une dynamique beaucoup plus générale et qui est notamment largement soutenue par l'EASA, qui a récemment, ces dernières années, lancé qui s'est engagé sur deux actions principales. Donc une première qui est la déclaration, l'e-conspicuity declaration, qui a pour objectif alors c'est une déclaration de principe qui a été signée par l'EASA et par certains États européens, donc 11 autorités, et dont l'objectif est de créer un climat de confiance donc autour de l'utilisation des données de visibilité électronique, donc ce dont on parlait tout à l'heure, de façon à favoriser leur adoption dans un cadre de démarche non punitive et à renforcer la sécurité collective dans un espace de plus en plus complexe. Voilà. Louis, je sais pas si tu veux compléter. Voilà, la volonté. Alors, ce qui est intéressant déjà, l'EASA, ça veut dire que dont on parle aujourd'hui à La Réunion en France, c'est quelque chose qui se démultiplie dans tous les pays de l'Europe. Donc l'EASA en est largement le promoteur, c'est aussi son rôle. L'EASA, c'est la sécurité de l'aviation dans son ensemble, donc ils sont extrêmement intéressés et motivés sur ce sujet-là. Et ils ont donc ce qu'on appelle une initiative, c'est une traduction du terme anglais initiative, ils ont proposé des actions pour encourager les États, parce que la DGAC en général écoute ce que demande l'EASA, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Et donc pour encourager, ils se sont dit, si ce système-là est utilisé pour faire de la répression ou des choses comme ça va freiner les pilotes, ils n'ont pas envie. Alors très clairement, l'EASA a annoncé et écrit et demande aux États d'appliquer ces dispositions-là à travers, d'une part, la RGPD qu'on connaît bien en France, mais surtout que ces outils soient là uniquement pour améliorer la sécurité
mais pas pour faire de la répréhension ou chercher à coincer des gens. C'est contraire exactement à ce que dit l'ASA. Donc ces outils ne peuvent pas être utilisés pour faire du sanctionnement, très clairement. Voilà, je m'adresse également aux gens des GTA, je pense qu'ils le savent, et ils le prennent bien en compte aussi. Voilà. Par contre, pour améliorer la sécurité ou pour aider à la recherche d'un aéronef qui a disparu, là oui, on est en plein dedans, et là les outils doivent servir à ça. Voilà. Et ça c'est déjà arrivé quelques fois. On a déjà utilisé, on en parlait avec Flying Neuron, là. Il y a eu un cas précis où il y a eu un événement, on a tout de suite su à quel endroit s'était produit l'événement, et l'hélicoptère a pu le chercher. On a eu le cas aussi, je me rappelle, une année sur Blois, effectivement. Donc il y a eu effectivement comment on appelle ça, une réquisition, voilà, qui permet d'aller chercher les outils, parce que la trace peut être gardée, elle est confidentielle, mais sur réquisition du procureur qui dit à quel endroit est tombé l'aéronef, oui, là on pourra aller intervenir et dans le meilleur des cas, sauver les gens puisqu'on peut intervenir très rapidement. Donc c'est utilisé vraiment pour la sécurité et pas pour autre chose. Donc ça c'est important de le dire et la volonté de l'EASA, elle est vraiment dans cette logique-là. Et ça c'est quelque chose qui est, il faut le dire et le répéter parce qu'il y a toujours un petit peu une suspicion, oui mais je peux être tracé, etc. On ne peut pas utiliser ces traces-là pour vous enquiquiner. Voilà, tout simplement. Voilà. Il faut requête judiciaire ou enquête de sécurité uniquement. Exactement. Une deuxième initiative, donc là c'est une coalition ADSL et l'ADSL qui en quelque sorte c'est un ADSB light destiné donc à l'aviation générale qui est moins puissant, plus abordable. Donc c'est un protocole, un standard voilà unifié interopérable pour la visibilité électronique qui peut être utilisé à la fois en radio, air-to-air, mais aussi via les données mobiles dans l'objectif de renforcer l'interopérabilité de tous les systèmes. Donc actuellement, donc cette coalition, elle est composée de très nombreux développeurs qui travaillent tous à l'intégration de ce nouveau protocole, dont Tristan, peut-être tu peux nous parler, puisque tu en fais partie, Flying Neuron également, il me semble. Oui, donc en fait, ce qui est très intéressant dans cette initiative de l'EASA, c'est que pour la première fois, l'EASA a réussi à regrouper autour d'un consortium, d'une coalition, différents constructeurs, tout horizon, autour d'un langage qui s'appelle l'ADSL. Et ce langage a pour but justement d'accélérer l'interopérabilité entre les différents constructeurs. Ce qui est également intéressant, c'est que c'est la première fois que l'EASA reconnaît en fait la nécessité et la possibilité d'utiliser des technologies non certifiées. Donc en l'occurrence, l'ADSL existe en une version radio qui est aujourd'hui standardisée en V1, une V2 arrive, mais également est en cours de standardisation au travers aussi, donc SafeSky fait partie du consortium, au travers du réseau téléphonique. En fait, ce qui est intéressant dans cette approche, pour pouvoir maximiser en fait la capacité de voir et d'être vu, c'est que en fait, si on se limitait aux technologies radio, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne et de mauvaise technologie, c'est juste chacune ont ses avantages et ses inconvénients, mais la radio restera toujours la radio. La radio ne va pas fonctionner en milieu urbain pour les drones. La radio va marcher plutôt moyennement en milieu montagneux. Ça ne traverse pas les montagnes. Donc il y a tout un ensemble de choses qui font que la radio, peu importe le langage qu'on met dans la radio, qui s'appelle ADSL, ADSB ou autre, aura ses limitations. Mais combiné au LTE, un réseau, une infrastructure existante, on se donne alors la capacité de pouvoir communiquer par un autre canal de communication et de maximiser les chances de pouvoir transmettre sa position et de pouvoir recevoir. Donc cette idée de ce consortium ADSL, c'est de regrouper tous ces acteurs pour pouvoir développer et promouvoir ces technologies en bilatéral et de pouvoir peut-être à un moment donné faire en sorte que tout le monde puisse se voir, quelle que soit la classe de vol, et y compris les drones. Et j'insiste vraiment sur la partie drone, puisque la partie drone, c'est certainement la partie de l'aviation aujourd'hui qui est en pleine expansion et comparée à l'aviation habitée, peut-être déjà aujourd'hui représente en termes de volume de vol une somme bien largement supérieure. Et les drones commerciaux, ils ne volent pas forcément en dessous de 500 pieds comme on pourrait penser. Il y a beaucoup de NOTAM qui leur permettent de voler au-dessus. Et voilà, c'est ce que l'EASA en tout cas essaie de faire. Et c'est très intéressant pour une fois de vraiment considérer le non certifié. Un dernier chiffre que je tiens aussi de l'EASA, 70% ou plutôt 70% de ce qui vole en France est non certifié. Donc il fallait bien en fait accepter d'avoir une visibilité sur ces trafics.
Les hasards, j'insiste là-dessus, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un spécialiste de l'EASA, de la visibilité électronique, il s'est dit si on veut aller vers des systèmes certifiés imposés par l'EASA, il faut en moyenne 15 ans pour avoir un système certifié, reconnu et validé. Dans 15 ans, les technologies auront tellement évolué que de toute façon que le système il sera déjà dépassé avant les 15 ans. Donc il vaut mieux aller vers des systèmes non certifiés, tels que ceux qu'on a ici, pour pouvoir bénéficier de la technologie actuelle et pouvoir le mettre en œuvre très rapidement. Parce qu'il ne faut pas attendre 15 ans pour faire quelque chose, tout simplement. Voilà. Et c'est aussi derrière ça que les ASA a un discours très réaliste en disant utilisons ce qui existe aujourd'hui et le certifier. Peut-être que ça viendra plus tard, mais dans 15 ans, ce qu'on fera dans 15 ans, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple qu'on a tous en tête. Nos téléphones, on voit jusqu'à 5000 pieds, ça marche très bien. Mais probablement que dans 15 ans, on aura tous des téléphones directement reliés avec les satellites. Donc les technologies seront encore meilleures et plus fines par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux ajouter quelque chose sur le sujet. Ouais. Alors, c'est bon pour moi, là. C'est simplement une animation qui nous a été fournie par SafeSky qui représente une partie des trafics électroniquement visibles à La Réunion sur une courte période, sur quelques mois, en fait, en début d'année 2025, et qui permet d'identifier certains patterns touristiques qui sont pratiqués à La Réunion. Voilà. Merci Théo. Je ne sais pas s'il y a des questions, des utilisateurs qui s'interrogent par rapport à ça. Il y a un point qui est très important aussi. C'était un reproche qu'on faisait à ces outils-là en disant oui, mais avec ces outils-là, les gens ils vont te le nez sur leurs écrans. C'est pas vrai du tout, parce que tous ces systèmes-là, que ça soit le boîtier de Flying Neuron qui vous donne une information visuelle, mais qui vous donne également une information sonore, c'est-à-dire que vous remontez dans votre casque radio. Si je prends celui de l'aérotracker, d'Avionics, c'est la même chose. Il remonte dans votre téléphone aussi, c'est Sky. L'application vous donne une information, typiquement, attention, trafic à vos 2 heures, 200 pieds plus bas. Donc, c'est une information sonore. Donc, ça, c'est pas simplement le nez sur l'écran qui va vous dire attention, il y a une relève à tel endroit. Le système va se mettre à flasher, et c'est ça qui va vous permettre de dire je suis en vol, trafic à mes 2 heures, 100 pieds plus bas, 2 heures, je baisse la tête et je vais le voir. Voilà. Je vous donne simplement un exemple vécu, en venant à Blois avant-hier. En fait, je suis parti de Gap, et entre Sisteron et enfin juste au nord de Sisteron et puis je m'étais à Aspres-sur-Bouèche, il y a un petit terrain. On était en vol à peu près à 6000 pieds, et d'un seul coup, ça se met à flasher, parapente. On lève la tête, il était droit dans nos axes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé. Ah, il est ici. Il était exactement la même hauteur que nous, donc en trajectoire pratiquement convergente, donc pas sous un angle où on le voyait très bien. Eh ben, on a pu tout de suite identifier et altérer le cap, et du coup, on l'a contourné sans difficulté. Bon, je dis pas qu'on serait percuté, mais on aurait très bien pu se trouver dans une situation d'évitement d'urgence. Voilà, donc c'est du vécu, ça date d'avant-hier. Ça marche très, très bien. Donc, on invite vraiment, et je vous invite vraiment dans vos clubs et auprès de vos collègues pilotes à d'en faire la promotion, que tout le monde soit visible d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est vraiment le message. Voilà. Donc, je tiens vraiment à remercier. Je ne sais pas s'il y a des questions, Oui, bien sûr. Moi, je vole dans une région compliquée où il y a beaucoup de militaires, paramilitaires ou gouvernementaux. Qu'est-ce qu'eux vont faire pour nous voir? Parce que je constate que moi, je ne les vois pas dans aucun des outils. Et eux ne me voient pas non plus. Je l'ai constaté à plusieurs fois. Alors, effectivement, avec les militaires, je dirais ça dépend lesquels. Mais il y a 2 cas de figure. Soit, effectivement, ils sont dans leur réseau basse hauteur, etc. Ils souhaitent qu'on ne les voit pas trop. Donc, effectivement, ils n'utilisent pas les transpondeurs conventionnels, donc on ne les voit pas trop. Par contre, les appareils typiquement des autorités comme le SAMU, tous ces gens-là, aujourd'hui, on les voit. Les hélicos du SAMU, même de la gendarmerie de montagne également, maintenant, ils mettent le transpondeur pour être visible. Bon, effectivement, quand ils sont en train de faire de la recherche d'un délinquant, on ne peut pas mettre le transpondeur parce qu'ils n'ont pas envie qu'on voit l'hélico. Voilà. Mais globalement, il y a une vraie prise de conscience de leur côté aussi. Les militaires commencent à s'intéresser très près à ça.
notamment par rapport aux problématiques des drones aussi, parce que les hélicos militaires volent souvent très bas, les vents de chasse aussi, et quand on a des drones qui se baladent à 100 pieds sol, puisqu'on a des couloirs drones de plus en plus, il y en a une trentaine en France maintenant sous forme de ZRT, donc qui ne sont pas portés sur les cartes, mais dans lesquels il y a potentiellement un drone qui peut cheminer, les militaires se posent des questions, on dit comment on va pouvoir éviter. Donc du coup, eh ben, la question se pose également chez eux. Il faut que ça mûrisse un petit peu, c'est ce qu'on essaye de faire déjà dans l'aviation civile et l'aviation de loisirs, mais très honnêtement, moi, quand on parle avec des militaires, ils se posent des questions et ils me disent, en dehors des missions où on souhaite pas être revus, etc., ce qui est du bon sens, quand ils jouent à la guéguerre, on peut imaginer qu'ils n'ont pas envie d'être revus entre eux. Par contre, quand c'est du transport traditionnel, un A400M qui est en transport, par exemple, ça pose pas de problème et il est visible en général. L'A400M, vous le voyez de temps en temps sur Flight Radar, etc., parce qu'il n'y a pas besoin de se cacher, entre guillemets, voilà. Donc c'est une problématique un peu particulière, effectivement. Actuellement, ils ont pas d'outils pour nous voir. S'ils utilisent tous les outils. Ouais. Je pense que ils ont des outils, ils ont des radars déjà, donc ils voient tout ce qui est ADSB et compagnie. Mais pour en discuter avec certains, même si c'est pas officiel, il y en a qui utilisent leur petit téléphone comme ça, ou les petites applications comme ça, pour regarder qu'est-ce qu'il y a autour de moi, parce que le risque, il est pour nous, mais il est pour eux aussi. Et je vous assure, même s'ils ne le disent pas officiellement, y compris à leur hiérarchie, parce que c'est pas toujours très bien vu, et Théo, on faisait une aparté tout à l'heure, dans du certifié d'utiliser un téléphone portable, ça passe pas toujours très bien. Néanmoins, ça marche très bien. Et voilà, donc, ce que je dis, c'est pas très correct politiquement, mais pour pas se raconter l'histoire, moi, pour connaître quelques pilotes militaires, alors pas dans les avions d'armes, mais notamment en hélicoptère. En hélicoptère, c'est assez courant, effectivement, par sécurité pour eux. Et typiquement, je donne l'exemple des SAMU ou de la gendarmerie, ils mettent un téléphone dans le coin pour dire, ben, comme ça, s'il y a un parapente qui se balade, ça évitera que je me le prenne dans le rotor. C'est un exemple. Donc, oui, je confirme ce que dit Louis. J'ai aussi énormément de retours d'expérience dans lequel, en fait, il y a une hypocrisie générale qui est liée à la base réglementaire. On ne peut pas utiliser dans un hélicoptère ou dans un avion militaire un téléphone. Le pilote, il a son téléphone perso. Avant SafeSky, il allait déjà sur Flight Radar pour voir un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui, il va utiliser SafeSky ou autre chose. Les tours, c'est la même chose. Donc, il y a un petit peu une hypocrisie de ce côté-là, mais ils sont pas fous. Ils veulent éviter l'accident. Et bien sûr qu'ils regardent. Donc là, effectivement, il y a un travail réglementaire, notamment au niveau de l'EASA, à faire pour un peu casser des barrières et des barrières réglementaires. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'hypocrisie, puisque dans les faits, les gens, ils ont envie de sauver leur peau aussi. Donc, du coup, ils outrepassent un peu la réglementation pour dire la sécurité passe avant la réglementation, ce qui est du bon sens. Voilà. Et pour dire aussi, hein, les pilotes sont tous des bons pilotes, voire des vieux pilotes. Mais j'ai eu le retour d'expérience, l'ADAC, le SAMU allemand. 81 hélicoptères, Search and Rescue, ils décollent, ils atterrissent de n'importe où. Ils se sont équipés avec tous les systèmes électroniques certifiés, l'ADSB, du FLARM, du machin. Mais ils volent à 1000 pieds sol en moyenne. Ils décollent, ils atterrissent de n'importe où. Ils ne voient pas grand-chose à cette altitude. Les pilotes, à titre privé, ont utilisé pendant 6 mois SafeSky sur le côté, sans le dire à personne. Alors, ils ne voyaient pas tout, mais ils voyaient beaucoup plus. Et donc, du coup, c'est remonté, ça a été officialisé. Ils ont réussi à trouver finalement une capacité réglementaire à pouvoir installer finalement des iPads pseudo-certifiés avec une alimentation certifiée. Il y a eu tout un tas de machins. C'était pas simple, mais en attendant, ils sont venus le faire. La réalité, donc, on nous voit bien. Par contre, les militaires, évidemment, s'ils font des missions propres à eux, vont pouvoir peut-être vouloir se cacher. Tout comme nous, pilotes, si on coupe notre transpondeur en vol, voilà, c'est comme rouler la nuit avec les feux éteints. Personne ne nous verra. La protection civile, par exemple, les dragons sont équipés avec des flammes. Donc, automatiquement, on les verra. Ils ont un flamme, donc on les verra. Et puis, en plus, ils ont en général la DSB aussi. Voilà. Et puis, si vous avez déjà visuel, vous, sur eux, il y a déjà une grosse partie du travail qui est fait. Donc, pas forcément. Enfin, c'est mieux si les deux peuvent avoir un visuel réciproque, mais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? La chance, on n'a pas de conférence derrière, donc on peut faire un peu de débat. Merci. De l'autre côté du spectre, on a parlé des militaires, mais maintenant sur les drones de loisirs.
Les drones de loisirs, poids maximum 250 grammes. Qu'est-ce qu'on met comme appareil pour, je dirais, n'importe lequel de vos petits appareils dépasse le gramme et donc le drone ne sera plus légal. Quelle est la solution? Sur les drones de loisirs très légers, effectivement, que les enfants utilisent, là, il y a rien. Et effectivement, ça paraît difficile de réglementer. Par contre, sur les drones un petit peu plus lourds, les drones professionnels, alors déjà, les drones de loisirs, c'est extrêmement restreint, c'est limité. Il y a un certain qui sont en infraction parce que je n'ai plus en tête la hauteur maximum d'un drone de loisir. C'est voilà, 100 mètres, effectivement. Certains montent au-delà, c'est une infraction, tout simplement. Voilà. Et je vois qu'un GTA, c'est quelque chose qui est parfaitement répréhensible. Voilà, tout à fait. Et c'est surveillé quelquefois, il y en a qui se font attraper et ça peut coûter un peu cher. Voilà. Donc il y a cet aspect-là. Par contre, les drones professionnels plus lourds, je pense qu'il y a des drones de 30 kilos, il y en a de plus en plus qui sont utilisés par des hôpitaux pour des prélèvements sanguins, etc. Eux, ils cheminent sur des ZRT. Alors c'est une difficulté qu'on a abordée, on a partagé ça avec les gens de la DGAC, c'est qu'on ne les voit pas nécessairement sur SafeSky parce qu'ils ne sont pas tous équipés avec des outils compatibles. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement de système d'émission, un transpondeur ou une balise, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour que, je pense, assez rapidement, ça soit imposé, que les drones un peu plus lourds, pas les tout petits, mais les drones professionnels, sur des cheminements, soient visibles électroniquement. Voilà. Didier? Ouais. Oui, alors, les drones, nous, on a eu le cas de figure il y a pas si longtemps que ça à La Réunion, suite à un séminaire drone, où on a justement parlé de visibilité électronique. On a eu la chance d'avoir un pilote de la GTA du PGHM qui avait eu un événement au niveau du volcan avec un drone certainement de loisir qui n'a pas du tout eu les bons réflexes puisqu'il n'a pas posé son drone. Au contraire, il est venu essayer de filmer l'hélico de la gendarmerie. Et donc on a parlé de la visibilité électronique, on a parlé de l'intégration de cette activité dans le monde aérien. Et on a vu quelques jours après un opérateur drone activer SafeSky. Comme il ne pouvait pas le mettre dans son drone, il avait activé SafeSky, il l'avait mis dans sa poche. Il disait au moins aux autres, il y a un drone qui tourne à tel endroit. Il ne communiquait pas l'altitude puisque c'était l'altitude du télépilote, mais au moins il y avait une information d'un danger potentiel dans les 120 mètres maximum et en portée visuelle, donc avec un rayon pas très large. Et on a eu plusieurs fois des opérateurs, alors ça c'était des opérateurs pro, mais qui se sont sentis, concernés par la sécurité et qui ont pris la décision de se dire, voilà, je fais une action, je me rends visible auprès des autres acteurs de l'aérien. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on est en train de faire, c'est d'essayer d'intégrer tous les gens de la communauté aéronautique. On ne peut pas laisser quelqu'un dehors. C'est vrai que si on laisse les dronistes dehors, qu'on ne les intègre pas dans le système et qu'on a des drones qui volent n'importe où, n'importe comment sans être visibles, on serait complètement à côté de la plaque au niveau de la sécurité. Donc, plus on va intégrer de gens, et les drones, certains dronistes se sont sentis concernés par le fait qu'ils étaient des professionnels de l'aérien au même titre que nous. Alors, si je peux ajouter sur les drones, parce que ça, c'est aussi un sujet qui nous passionne, l'intégration des drones avec nous, l'aviation générale. Il y a beaucoup d'initiatives qui se passent et donc on va se segmenter en deux, les drones professionnels et les drones récréatifs. Les drones professionnels, il y a des pays en Europe qui sont un petit peu plus culturellement avancés. Je pense par exemple à la Norvège ou à la Suède. Et donc, il y a eu des initiatives. Il y a déjà en fait des systèmes électroniques qui permettent pas en air-to-air, pas en FLARM, en ADSB ou en je ne sais quoi, simplement en fait par du logiciel et des serveurs, d'agréger en fait les informations de trafic. Par exemple, en Norvège, lorsque un télépilote doit faire un vol, il a l'obligation d'aller sur une application qui s'appelle HEMSWX et il doit obligatoirement donc dessiner le périmètre dans lequel il va voler et l'altitude maximale. Il appuie sur démarrer quand il démarre son vol, il appuie sur stop quand il arrête. Et ça, c'est récupéré par Norsk Luftambulance, donc les hélicoptères médicaux norvégiens. Et eux, ils centralisent ça et ils le diffusent. Ils le diffusent notamment à SafeSky. Donc, lorsque l'on vole avec SafeSky en Norvège, je vous invite à aller voir, vous allez voir des dizaines de drones à différents types d'altitudes.
très souvent largement au-dessus des 500 pieds sols, parce qu'ils font des missions de surveillance, de la prévention de feu, de choses comme ça, et donc ils sont présents. Mais ils ne bougent pas, c'est uniquement une information. C'est un peu un OTAM dynamique qui est vraiment activé au moment où il marche. Et il y a d'autres systèmes aussi électroniques, par exemple la police norvégienne, eux, ils transmettent directement sur le réseau SafeSky la télémétrie de tous leurs drones en live, parce qu'ils ont deux problématiques. La première, c'est qu'ils veulent que leurs drones soient vus parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un accident. Et la deuxième, c'est pendant qu'ils font leurs opérations, ils veulent voir aussi les drones. Donc en fait, avec ce type d'acteurs et ce type de technologie, c'est plusieurs dizaines en fait d'acteurs qui se regroupent entre eux, qui viennent publier les informations. Ça va continuer à se développer. Ce sont des intégrations qui sont faites plutôt donc côté serveur et qui vont retransmettre l'information par le réseau GSM. Ensuite, pour les drones récréatifs, il existe aussi des solutions. En Belgique, on a un acteur qui s'appelle SkyDrone, qui est une filiale de Skies, donc l'ATM nationale. Et en fait, ils ont investi sur à peu près 20 à 30% du territoire dans des antennes qui viennent en fait faire du reverse engineering pour décoder les signaux radio transmis en Wi-Fi depuis la télécommande vers les drones. Donc, ils décryptent les signaux des drones DJI et des Parrot et de ce genre de choses. Et ça, ils les transmettent aussi, on a un accord avec eux, ils nous transmettent les informations. Donc, sur SafeSky en Belgique, c'est bien sûr limité à la Belgique aujourd'hui, c'est une initiative locale, on a tous les drones au-dessus de 500 pieds qui sont des drones récréatifs, ils apparaissent et ils viennent créer une information de trafic en vol si c'est nécessaire. Donc, je pense qu'à l'avenir, on va voir de plus en plus d'initiatives comme ça qui sont en dehors de ce qu'on discutait là avec tous les gros mots d'ADSB, de FLARM. C'est très compliqué, toutes ces technologies. Mais ce sont des choses qui vont se régler plutôt par des serveurs, par de la collaboration, par du partage de données, parce que tout le monde a besoin de voir et d'être vu électroniquement. Et à nous, alors acteurs de solutions pour vous, de continuer à faire ces partenariats et d'agréger tous ces types de données. Et le domaine pour conclure, ouais, le domaine du drone, c'est certainement la partie de l'aviation qui est la plus émergente aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'argent qui sont injectés dedans. On parle de drones médicaux, on parle de surveillance d'éoliennes, on parle de surveillance de lignes de chemin de fer, on parle d'agriculture, on parle de cinéma. C'est un secteur qui est énorme. Et nous, pilotes d'aviation en général et récréatifs, on n'est pas trop sensibilisés encore avec ça, mais on a l'obligation de les intégrer dans notre culture de vol, parce que si on ne le fait pas, on va se retrouver avec des ZRT, avec des NOTAM, on va voler nulle part, parce qu'eux, ils auront la priorité, parce qu'ils ont les moyens de l'avoir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi se conscientiser. On doit accepter ces drones et on doit se rendre visible à eux et également les voir. C'est essentiel. Ouais, plutôt très clairement de dire ça sera interdit, ce qui n'est pas possible, c'est pas une vision réaliste. Il vaut mieux dire qu'est-ce qu'on se donne comme moyen et comme outil pour pouvoir permettre de cohabiter, je dirais, dans les espaces aériens sans prendre de risques. C'est ça le défi. Et dans les expérimentations qui se font, on a vu celle de La Réunion, qui est un très bel exemple pour des questions techniques, parce qu'il n'y a pas de couverture radar, beaucoup de trafic. Il y en a deux autres qui sont en cours. Il y en a une qui est en France, dans le nord-est de la France, là, qui a été pilotée donc, par le CNFAS, le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives, qui est commune, FFA, FF+, planeur, etc., où on a développé un réseau d'une dizaine d'antennes, là, ceux qui connaissent un peu le secteur, là, autour de Rennes, Calais, jusqu'à la frontière belge, puisqu'on fait le lien avec la frontière belge, effectivement, qui permettent de faire de la multilatération, qui permettent de voir les transpondeurs mode S. Que les modes S, le problème, ils n'émettent pas une position. Un transpondeur mode S, il est vu par les radars, mais on voit uniquement, je dirais, son altitude, s'il est en dessous, et on voit la puissance d'émission, est-ce qu'il est près, est-ce qu'il est loin. Donc c'est très imprécis comme position, même si les outils maintenant permettent d'être de plus en plus précis sur l'endroit du mode S, mais c'est une faille. Donc la multilatération, en fait, c'est ce que vous faites, c'est la trigonométrie. Si vous avez trois antennes, vous pouvez dire bah, l'appareil est là, on croise les trois antennes et on dit l'appareil est là. Donc quand on a un réseau d'antennes, on peut faire des choses très intéressantes et très précises. Et je souhaiterais que Frédéric nous donne un petit retour sur une expérimentation qui est avancée, c'est ce qui se fait sur Aix, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, alors c'est pas tout à fait pour la sécurité. Les gens d'Aix-les-Milles nous ont contactés parce qu'il y a des contrôleurs aériens à Aix-les-Milles, mais qui sont pas toujours là. Ils sont pas là le soir, ils sont pas là toujours le week-end. Donc en fait, ils veulent connaître le trafic, tous les atterrissages, tous les décollages qu'il y a sur Aix-les-Milles. Donc en fait, on a placé 4 récepteurs et on fait de la multilatération, c'est-à-dire qu'avec ces 4 récepteurs, on arrive à trouver exactement quelle est la position de l'avion
et on arrive à reconstruire les trajectoires et à savoir les atterrissages et les décollages. Et ensuite, on renvoie à l'exploitant de l'aérodrome tout le trafic qu'il y a eu pendant toute la journée. Donc, de façon totalement automatique, ça marche le jour, ça marche la nuit. Voilà. Et ça pourrait être étendu à de la sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait renvoyer ça sur le smartphone du pilote pour que les gens qui ont des simples transpondeurs modestes puissent se voir entre eux. Et ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister. On reçoit beaucoup de gens sur notre stand. Les gens croient que parce qu'ils ont un transpondeur, ils sont vus par tout le monde. Et ils nous disent, mais les radars me voient. Oui, mais les radars, ils ont d'autres moyens de vous localiser. Mais avec un simple transpondeur modeste, on n'est pas vu. Les autres gens ne voient que votre altitude. Donc on insiste sur la... Oui, non, mais c'est vrai. Ah oui, ça c'est quelque chose qui est méconnu, mais un transpondeur modeste, c'est ce qu'on a sur la plupart des ULM. Les tout derniers maintenant, on met de l'ADSB, mais un modeste, vous n'êtes vu que par les radars. Vous n'êtes pas vu entre vous. Et parce que le modeste, en fait, donne juste un indicatif, un spot radar, votre indicatif, votre altitude. Mais il ne transmet pas d'autres informations. Voilà. C'est pas le fameux protocole ADSL qui, ADSL, donne une position précise. Voilà. Et pour aller dans le sens de la sécurité, donc là, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, il est très simple de transformer un transpondeur modeste en transpondeur ADSB, c'est-à-dire de faire que votre transpondeur émet sa position. Et là, vous serez beaucoup mieux vu. Et donc, c'est très simple, le SuperNeuron le fait, il y a d'autres appareils qui le font. C'est juste injecter une position GPS à votre transpondeur. Donc ça aussi, ça ferait gagner en sécurité. Si tous les transpondeurs étaient ADSB à haute, il n'y aurait plus besoin de multilatération, les choses seraient beaucoup plus simples. Donc c'est aussi une chose que on aimerait que la communauté pousse un peu ça, à ce que les gens transforment leurs transpondeurs. C'est rien du tout, je vous invite à passer voir chez Flying Neuron, c'est juste derrière le chapiteau là, c'est un petit boîtier qui fait aller 15 grammes. Voilà, il y a un petit boîtier, et puis la modification du transpondeur pour le passer en ADSB à out, c'est-à-dire qu'il émet un signal avec votre position GPS, même si c'est un modeste, c'est juste une toute petite extension qu'on branche derrière, ça prend, 2 minutes à tout casser, même pas, ça pèse 20 grammes, ça se rajoute derrière, ça coûte une centaine d'euros ou quelques centaines d'euros, enfin, l'investissement est très minime par rapport au coût d'un transpondeur, et vous transformez votre transpondeur mode S où on ne vous voit pas, sauf les radars, on a un transpondeur ADSB où là, on vous voit de partout. C'est un vrai progrès. Voilà. Il y a d'autres questions? Merci. Je tiens vraiment à remercier les intervenants. Commencer par Théo, là, qui a fait une brillante présentation. Voilà. Frédéric, je vous invite à voir le stand derrière. Sefsky, ils sont plus dans le coin, là-bas à droite. Didier Rivet, de notre Desacovi comme Théo, qui sont vraiment, et moi je suis ravi qu'ils soient là parce que ce sont vraiment des promoteurs et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux parce qu'on a une passion commune, c'est l'aviation, mais la deuxième passion commune qu'on a, c'est comment améliorer la sécurité et la sûreté de nos pratiques. Et puis bien évidemment, les gens du BEA, où là on se rejoint complètement en permanence sur ces sujets, puisque le job du BEA, c'est d'améliorer la sécurité en aviation. Donc c'est pour ça qu'on fait déjà entre nous une espèce de petite communauté qu'on essaie d'élargir avec vous, de la partager de plus en plus, et au niveau de l'aviation civile française. Et je dirais la mayonnaise est en train de prendre, c'est quelque chose, il y a 5 ans, on n'en parlait pas de tout ça. Donc vous avez vu le progrès qu'on fait en 5 ans, et maintenant on a les vrais outils, des applications, et c'est fantastique d'avoir des petits boîtiers comme ça qui pèsent une centaine de grammes. Il y a 3 petits raccords à mettre derrière et ça marche tout de suite, ça vous informe dans le casque, ça vous éclaire. Le petit boîtier là d'Avionics ici, là, ça fait tout, ça récupère aussi bien comme le boîtier de Flying Neuron, les flarmes, les parapentes. Avec ça, on voit tout le monde, sauf les ADSB et encore, pardon, pas les ADSB, les mode S, pardon, les transpondeurs mode S. Et encore maintenant, grâce à ces boîtiers et à la technologie moderne, en fait, on sait quand même donner leur position en altitude et dire s'il est en rapprochement ou en éloignement. Donc c'est quand même un vrai progrès déjà par rapport à ce qui se faisait il y a 5 ans en arrière où c'était extrêmement compliqué.
Donc en attendant qu'on ait tous des ADSB, ça je rejoins complètement le discours de Frédéric, ça serait le rêve, l'idéal. En attendant, on a déjà, dès aujourd'hui, des outils qui vous permettent de sécuriser vos vols au quotidien. Voilà. Merci en tout cas, bravo à tous. Merci Et Louis. pour votre engagement également.